Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui l'écrivain Joannick Royer-Bellé. Bonjour Joannick. Bonjour Marjorie. Alors, on va parler avec vous de votre parcours et de votre roman Une place à soi. Vous êtes donc écrivain, mais ça n'a pas été votre premier métier. Vous travaillez dans le cinéma. Ah non, j'ai commencé effectivement par le cinéma. J'ai rêvé un jour d'être réalisateur. J'ai essayé d'écrire quelques scénarios, puis j'ai travaillé comme technicien, comme régisseur dans le cinéma pendant près de 25 ans. Mais j'ai toujours eu un stylo, un ordinateur, un clavier à portée de main, écrit des petites choses. Enfin, j'ai jamais totalement abandonné l'idée d'écrire, mais je me sentais pas autorisé à écrire un roman. Alors c'est exactement là où je voulais en venir. Vous ne vous sentiez pas autorisé. Vous êtes senti autorisé à écrire autour de la cinquantaine ? C'est un peu ça, je crois que c'est un âge où on se dit que de toute façon le ridicule ne tue plus, ou enfin s'il nous tue c'est pas trop grave, on a déjà 50 ans. Donc voilà, un âge de ma vie aussi où j'ai changé de vie, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. C'est un choix qu'on a fait avec mon épouse parce qu'on avait 5 enfants en tout. Dont une petite dernière, nous deux, parce que c'était une famille recomposée. Et de ce temps, entre autres choses, je me suis remis à écrire et ça a pris une forme de roman. Et je me suis dit, allez, je fonce. Et j'ai été encouragé par ma femme à continuer, à persévérer et surtout à faire lire. Alors, Une place à soi, c'est l'histoire de Fred, qui, alors on peut avoir l'impression qu'il vous ressemble quand même, étrangement quand même, ce Fred. Il y a quelques points communs, je ne vais pas le nier. Donc, il a la cinquantaine, il est un peu perdu dans sa vie, où il se sent mal à l'aise, où vous avez une phrase assez dure, hein, il se sentait inutile dans ce monde au début du livre. C'est un peu ce que j'ai ressenti à un moment, quand j'ai basculé d'une vie très prenante cinéma, et puis qui faisait un peu rêver les gens, à père au foyer où je m'occupais beaucoup de linge sale, de rendez-vous médicaux, de repas, de pommes de terre à éplucher aussi, enfin tout un tas de choses passionnantes. Tout d'un coup on se sent inutile, ou en tout cas on se demande c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et à cet âge où de toute façon en général les hommes, peut-être encore plus que les femmes, je sais pas, s'interrogent sur ce qu'ils ont fait de leur existence et s'ils sont pas passés à côté de quelques rêves un peu rock'n'roll ou voilà, c'est un peu ce qui arrive à mon héros. Il va avoir 50 ans en fait. Alors, il a 48 ans et demi. Voilà. Et alors, je voulais vous interroger sur le ennemi, parce que souvent, c'est les enfants. Quand les enfants donnent leur âge, c'est très important quand on est petit. Genre, un exemple, on n'a pas 8 ans, on a 8 ans et demi. Pourquoi le 48 et demi ? Quand on décompte avant la cinquantaine, même les demi-années importent. Et puis surtout, ça a été un des titres que j'ai envisagé à un moment, parce que ça marquait bien la maturité du personnage, en fait. 48 ans et demi, voilà, c'était pour marquer le côté très, très mature, hein, effectivement, on l'aura compris. Frédéric, c'est quelqu'un qui retombe un peu en adolescence. Oui, ce que j'allais vous dire, est-ce qu'il est vraiment très mature Disons qu'il veut renouer avec des vieux fantasmes. Pourquoi j'ai pas percé dans la musique, ni dans le cinéma, qu'est-ce que j'ai fait de mes jeunes années, et ces rêves que j'avais de liberté, cheveux au vent quand il en reste, voilà. C'est tout ça. Et puis c'est le poids, effectivement, de tous ces enfants à la maison, toute cette charge. Et la vie domestique, c'est une vie très routinière, très ennuyeuse. C'est pas péjoratif ce que je dis. Qu'on soit un homme ou une femme, quand à un moment on se retrouve au foyer, on n'a plus d'existence sociale. Oui, puis c'est ça. Puis on nous définit quand même par ce qu'on fait et pas par ce qu'on est dans cette société. Et quand on vous demande vous faites quoi dans la vie et que vous n'avez rien à répondre, alors que finalement on fait plein de choses quand on est père au foyer, c'est pas facile. Je l'ai vécu et ça questionne beaucoup en fait. Donc c'est parti de là, cette histoire un petit peu. Donc Fred, un jour, il décide d'aller à Londres, retrouver un copain qu'il a perdu de vue depuis la fin de la terminale, c'est ça, la fin du lycée. C'est exactement ça. Il ne sait pas exactement où il est, mais il sait qu'il a bossé dans un pub à Londres et il décide de partir. Voilà, il part un peu n'importe comment, pas trop préparé, avec les économies qu'il a parce qu'il y tient, c'est sa fierté. Et l'aventure commence là et ça se passe évidemment pas du tout comme il avait prévu. Il fuyait les responsabilités. Et il va se retrouver avec une responsabilité encore plus grande, mais qui va, je pense, l'aider à réfléchir sur c'est quoi être utile
Et c'est un peu l'idée aussi, c'est ça. Alors, il pose son vélo à Gare du Nord, il se fait voler son vélo à Gare du Nord, il suit le voleur et il arrive à Montreuil dans une association qui aide les migrants. Et là, il rencontre Issa, c'est ça. le médecin qui s'occupe de cette assos. Et je vous laisse. Le directeur de l'association, c'est ce qu'on appelle. J'ai travaillé moi-même, j'ai été bénévole un temps dans une association d'aide comme ça, où on fait de l'aide administrative, du soutien administratif pour les démarches, pour aider parce que c'était très compliqué. Et donc, il tombe sur ce directeur qui voit en lui une aide. Alors, il ne sait pas encore comment. Il va être victime, moi j'appelle ça, d'un délit de faciès à l'envers. Il a une bonne tête, hein, Frédéric. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il fait très honnête, un cinquantenaire blanc. Voilà, ça inspire la confiance, hein, on va dire ça comme ça. Et en fait, il va lui proposer de convoyer une Mustang à Londres. Mais avec cette Mustang, il va y avoir 2 enfants migrants qui essaient de rejoindre Londres. Donc, ont 17 et 9 ans. C'est ça. Et donc, vous allez, votre personnage va évidemment se prendre d'affection pour ses enfants. Et ces enfants vont l'aider en fait à se retrouver lui-même. À comprendre que quelque part, il était peut-être fait pour ça, pour cette responsabilité d'être un papa, d'être responsable d'autres vies, et que c'est peut-être là qu'il s'est le plus accompli, ou en tout cas, voilà. Mais il va le découvrir petit à petit, c'est pas évident, le contact n'est pas évident aussi. Et puis en fait, il va se rendre compte, parce qu'au départ, il ne doit les emmener que jusqu'à Calais. Et est-ce qu'il va aller plus loin? Est-ce qu'il peut les abandonner? C'est toute la question que pose le roman aussi. Et pour moi aussi, toute cette question autour de l'humanisme, en fait, de prendre soin les uns des autres, en fait. C'est ce qui est important, je pense, là-dedans aussi. Et on se retrouve finalement en prenant soin les uns des autres. J'ai l'impression qu'on se retrouve et qu'on donne un sens à des existences qui le perdent parfois, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, dans ce livre, vous arrivez à aborder plusieurs thèmes, puisque des thèmes sociétaux comme la famille recomposée, qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'un beau-père aussi, Oui. Quelle est la place du mari. Là, dans le couple de Fred, c'est la femme qui a un poste... qui gagne mieux sa vie que son mari, ce qui évidemment dans notre société, malheureusement même encore aujourd'hui, est rare et pas forcément toujours bien vu, bien perçu. En tant qu'homme, parfois, on peut avoir du mal à justement, c'est ce qu'il faut changer aussi. Un homme, c'est pas forcément celui qui fait vivre le foyer de manière financière, mais ça paraît encore difficile à vivre pour certains. Oui, en plus, pour certains de cinquantenaires, oui, je pense que maintenant, chez les trentenaires, c'est peut-être un peu plus ça passe peut-être un peu mieux, mais ma génération, c'est peut-être encore un peu... ça change, mais c'est peut-être encore un peu difficile. Ou en tout cas, ça pose des questions. Vous traitez... Sa place. Oui. Où est sa place? C'est ça aussi. Vous traitez le problème de l'adolescence, puisqu'on retrouve vos ados, enfin les ados de Fred dans sa famille, et puis l'ado syrien que vous aidez, qui malgré tout reste un ado. Exactement, quel que soit, voilà, un ado. Avec le poids des responsabilités, bien évidemment, par rapport à ce qu'il a vécu, mais on retrouve quand même un adulte en devenir, pas tout à fait adulte, pas tout à fait fini, donc avec beaucoup de choses à apprendre. Et c'est ça aussi, être adulte, être père, c'est ce que je dis à un moment, c'est apprendre la vie, apprendre à devenir des êtres sociaux, c'est important. Et après, vous abordez le problème des migrants, la façon dont ils sont... j'allais dire accueillis. Je ne sais pas si c'est pas accueillis ou mal accueillis. Accueillis. Ou mal accueillis. Oui, mal accueillis, ça c'est certain. Ça c'est un problème qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est une des grandes injustices de ce monde. On a affaire à des gens qui sont pas là par souci de confort ou par, comme on peut le voir nous, par exemple, en tant que Français, j'irais bien vivre au Québec, ça doit être sympa. Pas du tout. Ils fuient des pays où ils sont en danger, où ils n'arrivent pas à vivre, où leur santé, leur intégrité physique est menacée. Ils ont des parcours qui sont terribles. N'oublions pas que ce sont des gens qui viennent souvent à pied, qui traversent des pays comme la Libye, où ils sont maltraités. On a affaire à des gens qui sont polytraumatisés. Et quand ils arrivent là, ils se retrouvent face à un mur administratif
Et cette sensation qu'on les rejette encore parce que voilà, on ne veut pas de vous ici, et on les alors je ne vais pas rentrer dans des débats politiques, mais ils deviennent des enjeux politiques d'électeurs parce qu'on leur fait porter tous les maux du monde alors qu'ils ont déjà subi ce que la plupart d'entre nous ici dans ce pays ne subiront jamais. Donc non, pour moi c'est une et qu'on peut pas. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on l'a pas vécu ou côtoyé de près. Et encore même votre personnage qui évidemment est dans l'empathie, on sent qu'il capte pas tout non plus. Ça, vous avez réussi très très bien à décrire. Donc l'empathie de Fred, mais en même temps le fait qu'il reste à côté de ces deux enfants. Ça, c'est hyper bien, l'ambivalence est hyper bien décrite. Parce que pour moi, c'est impossible. On peut pas, quand on n'a pas vécu, je pense qu'on peut pas comprendre ce que c'est d'avoir été rejeté de partout, d'avoir été torturé, d'avoir souffert, d'avoir perdu toute sa famille. Enfin, voilà, c'est très rare. Les enfants seuls en position de migrants, je savais pour avoir travaillé, ce sont des situations très rares, mais qui arrivent. En général, ce sont les adultes qui partent d'abord et qui font venir la famille. Mais ça arrive aussi que des enfants se retrouvent comme ça, surtout des grands adolescents. Et c'est un des problèmes d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui doivent être protégés. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs aussi de Selim qui a 17 ans, mais qui ne peut pas prouver qu'il a 17 ans. Et que s'il ne prouve pas qu'il a 17 ans, on va dire qu'il est majeur. Et s'il est majeur, il n'a pas le droit à la protection de l'enfance. Il peut être séparé de sa sœur. C'est un des enjeux aussi. Donc tout est là. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement difficile pour ces gens de comprendre qu'ils sont arrivés là, ils ont survécu, ils participent à la vie économique. Et je pense qu'on l'a vu, c'est pareil, l'Italie a régularisé plus de sans-papiers que ne l'a jamais fait aucun autre gouvernement. Et on sait de quel bord gouvernement. En fait, c'est une question d'accueil, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, prendre les choses en main, c'est de dire comment on peut faire en sorte que cet accueil permette à ces gens de s'intégrer et de participer à la vie comme ils le font. Ou est-ce qu'on continue à ostraciser? Est-ce qu'on continue à mettre dans des sortes de ghettos? Moi, voilà, après... Oui, et vous montrez aussi dans votre livre que l'Angleterre, qui a une réputation d'accueil, où c'est pas toujours ça non plus. Ah, c'est pas du tout ça. C'est un peu l'Eldorado. Mais pourtant, dans l'inconscient collectif, on peut se dire, voilà, ils veulent partir en Angleterre parce que c'est mieux qu'en France, et on se rend compte que pas forcément. Parce que d'abord, il y a une question de langue, souvent. Souvent, c'est parmi les migrants, beaucoup parlent au moins un peu l'anglais, pas du tout le français. Il y a cette réputation qu'en Angleterre, tout est plus facile. Oui. C'est vrai que le marché de l'emploi est beaucoup plus souple, entre guillemets, qu'en Angleterre. C'est vrai qu'il y a déjà des réseaux et donc ça devient un peu l'Eldorado. Là-bas, je sais que j'aurai du travail. Là-bas, je sais que je vais être accueilli. Et puis, c'est aussi une question de provenance. C'est-à-dire que les dernières grosses vagues de migration, effectivement, dans mon livre, je parle de Syriens parce que quand j'ai commencé à l'écrire, c'était surtout la Syrie. Donc, ce sont des anglophones. Donc, effectivement, une tendance à vouloir partir en Angleterre. Mais non, l'Angleterre ferme drastiquement ses portes, encore plus depuis qu'ils ont quitté l'Europe, mais ça reste beaucoup plus enviable que la guerre, que mourir de faim, que d'être privé de liberté, voire de voir sa famille emprisonnée. Donc c'est ça que les gens fuient. C'est pas parce que c'est juste ça leur plaît pas. Parce que la vie est pas super sympa, qu'ils préféreraient. Non, on en est loin. Et voilà, à partir de ce que je vois, moi, par exemple, ce qui est des systèmes aberrants, c'est que vous avez des gens qui, en France, travaillent, ont des bulletins de salaire, donc régularisés, payent des cotisations sociales, voire payent des impôts, et n'ont pas de papier. Ça existe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement en règle avec le... Voilà. Et de toute façon, on sait très bien, ça c'est aussi se leurrer d'illusions, que la plupart des gens qui occupent des postes n'ont que très peu de Français, je veux dire d'origine, peu importe, on s'en fiche, occupent, et que tout un pan de l'économie ne tiendrait pas sans toute cette manœuvre. Mais voilà, au-delà de ces considérations, c'est surtout effectivement qu'à un moment ou à un autre, on a des gens qui sont en souffrance,
Là, ce sont des enfants. C'était plus facile de faire passer le message avec des enfants qu'avec des bien adultes. Évidemment, alors c'est peut-être une petite facilité, c'est plus facile. Et puis surtout, je pense que je parle pas facile dans l'écriture. Hein. Je parle la façon de sensibiliser le lecteur à ce problème. Le fait de prendre des enfants, pas dans l'écriture. Hein. On est plus empathique nécessairement avec les enfants, parce qu'ils sont encore plus démunis que nous. Donc oui, et puis parce que les adultes ont tendance à se débrouiller quand même beaucoup plus par eux-mêmes. Et puis ça peut faire résonner chez le lecteur qui peut être un parent. Et puis voilà, c'était aussi pour ses faire enfants. résonner cette fibre paternelle en fait. Tout est venu ensemble dans le roman, donc il y avait aussi une matière de faire résonner la fibre paternelle tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'enfants. En fait, il y a un moment quand vous écrivez, les choses viennent naturellement, j'ai envie de dire. Donc, oui, vous vous posez pas forcément la question. Je ne me suis avant. même pas posé toutes ces questions thématiques. Il se trouve que voilà, c'était une évidence, quoi. Et puis vous abordez le thème de l'amitié aussi, puisque vous partez à la recherche de vos 18 ans. C'est ça, les ères très lointaines, la recherche de ces 18 ans, la recherche de ce moment où tout est encore possible. Tous les rêves sont permis, mais où il faut prendre des risques, c'est un peu toute l'histoire aussi. Et donc, à travers ce personnage, donc ce meilleur ami, alors je ne vais pas dévoiler, est-ce qu'il le retrouve, est-ce qu'il ne le retrouve pas, dont il sait qu'il est certainement à Londres, mais il n'en est même pas sûr, en fait. Il part comme ça, un peu... Est-ce que c'est un peu l'excuse qu'il se donne? C'est une excuse. Il est à un moment où il en peut plus. Qu'il donne à sa femme. Il n'en peut plus, il veut juste respirer, il veut juste de la liberté, il veut juste... Non, mais le coup de l'ami qu'on retrouve, c'est l'excuse aussi qu'on donne à sa famille. Il a vraiment envie tout d'un coup de se replonger dans cette période de sa vie en se disant mais qu'est-ce qu'il est devenu? Je pense que ça nous arrive tous à un moment ou un autre dans notre vie de se dire qu'est-ce qu'il est devenu cet ami? C'était un grand ami, j'étais persuadé qu'on se quitterait jamais, qu'on était amis pour la vie, on avait des rêves ensemble et ça fait 30 ans. Et tout d'un coup, on se pose ces questions parce qu'on se les pose sur soi. Et moi, je suis devenu quoi au bout de ces 30 ans? Et voilà, donc il espère retrouver quelque part une petite partie de ce rêve, de cette énergie qu'on a à cet âge-là, et qu'on peut retrouver à 50 ans, par exemple, quand on devient écrivain, on se met à rêver à nouveau. C'est un peu ça. C'est ce qui vous plaît dans ce métier, de rêver? Oui, voilà, toujours le besoin de rêver, et en même temps, tout en restant ancré dans la réalité, c'est-à-dire... raconter des histoires qui me permettent de parler de choses qui me révoltent, qui me tiennent à cœur. Oui, parce que là on a parlé du thème principal, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans votre roman, tout le livre ne tient pas sur le problème que rencontrent les migrants. Hein. C'est pas que politique et qu'un livre là-dessus. Il englobe beaucoup de thèmes. C'est une espèce de road movie un peu, on peut dire. Oui, c'est un peu ça, voilà. non? Sans trop en dire non plus. C'est toujours ça qui est pas facile, quoi. Ah oui, mais toujours. Oui, non, on se trompe. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une lecture super agréable et pas que sur des choses difficiles. Voilà. Non, c'est toujours moi. On voyage avec vous, mais c'est voilà. Ce que j'essaie de faire, parce que c'est l'école d'où je viens. Moi, j'ai fait une école de cinéma, donc j'ai appris à écrire des scénarios au départ. Donc je raconte une histoire. D'abord, ce qui est important pour moi, c'est de raconter une histoire. Raconter une histoire qui intéresse. Et au travers de cette histoire, aborder des thèmes qui me tiennent à cœur. Essayer de partager des choses, essayer de faire changer peut-être un point de vue, ou en tout cas faire réfléchir sur effectivement là, le problème des migrants. C'est pas du tout un livre qui est politique, mais tout est politique de toute façon, et ça devient un problème politique, non? Alors citoyen plus que politique. Citoyen pour moi, voilà. Et donc il y a cette problématique qui en est une. Il y a la problématique de la crise existentielle de ce cinquantenaire en devenir. Il y a le problème de notre statut dans la société, le problème de la place des pères, de la place des mères, de cette société qui évolue, et j'espère qu'il va au moins évoluer dans le bon sens sur ce partage des responsabilités parentales et de la vie domestique. Et c'est tout ça. Alors ça paraît beaucoup, mais j'ai l'impression quand même que j'ai réussi à faire une histoire qui se bâtit autour de ça, sans avoir l'impression de quelque chose qui est chargé avec un sac à dos. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Thématique, en disant alors là, voilà. j'ai traité ça. Non, j'ai l'impression que ça a été tout l'enjeu.
l'histoire d'abord, sa fluidité, ou en tout cas ce qui nous tient en haleine, et puis dedans, Oui, c'est ce qui est hyper bien fait, c'est que vous avez réussi à développer tous ces thèmes, j'allais vous dire sans qu'on s'en rende compte. Mais oui, en fait, au fil de la lecture, sans qu'on se dise, ah bah tiens, il veut nous emmener là, en fait, il veut nous faire réfléchir à ça. Et c'est en fermant le bouquin qu'on se dit, en fait, ou moi, par exemple, en préparant l'interview, je me dis, mais tout compte fait, il a quand même abordé un bon nombre de thèmes sociétaux. Je m'en suis pas vraiment je m'en suis rendu compte en lisant, mais pas à ce point. Alors peut-être que les spécialistes diraient que je n'ai fait qu'effleurer, effectivement. Oui, mais après, on est assez grand aussi pour s'interroger. C'est bien d'effleurer des fois plutôt que de matraquer. C'est l'idée, c'est pas un essai. Sinon, j'aurais fait un essai. Donc voilà. L'idée, c'est si le sujet vous intéresse, creusez, allez voir. Voilà. Moi, au travers de l'histoire, c'est ça qui m'intéressait, quoi. Elle est née comment, cette histoire ? Elle est née de ma situation personnelle au départ, c'est-à-dire effectivement, je me suis moi aussi retrouvé homme au foyer, entre guillemets, père au foyer. Je pensais que ça allait être plus simple que ça, parce que je me pensais, j'aime pas dire moderne, mais je me pensais libéré de ce carcan patriarcal, pour dire le mot. Effectivement, j'ai aucun problème à ce que ma femme gagne plus que moi, que ma femme exerce des responsabilités. Mais ça a été plus le problème du statut. Tout d'un coup, se retrouver sans statut, se retrouver, je fais de quoi dans la vie ? Plus rien. Si, je suis père au foyer, mais donc c'est parti de là. J'étais engagé effectivement aussi dans une association d'aide aux migrants. Et de toute façon, c'est un problème qui m'a toujours travaillé. Moi, j'ai grandi en Afrique, donc j'ai vécu dans un pays étranger. Et pour moi, la Terre, c'est pas un endroit avec des frontières. C'est un endroit où on devrait circuler librement. D'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'on ne peut plus y circuler librement à l'échelle de l'humanité, même à l'échelle de l'humanité. Donc, c'est venu comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, voilà, il pète un câble, comme moi j'aurais pu. À un moment, j'en ai ras-le-bol de ces histoires de linge sale, de rendez-vous, j'en peux plus, je veux respirer, je veux une vie rock'n'roll, je vais retrouver ce pote avec qui on devait faire les 400 coups, on devait partir en Angleterre, on devait devenir des nouveaux maîtres de la techno, bref. Je pars, je vais le retrouver, juste j'ai besoin de respirer, laissez-moi 15 jours, c'est ça l'idée. Et naturellement, lui est tombé sur la tête une responsabilité, et la responsabilité aussi de la vision de ce monde qu'il tient un peu à côté, qui est la réalité de ce monde, des gens qui souffrent, des gens qui sont là, et lui avec entre guillemets, ses pauvres questions existentielles, mais il n'y a pas de petites questions existentielles, mais voilà, tout s'est mélangé, tout est venu comme ça. À partir du moment où vous vous autorisez à écrire, puisque c'est ce qu'on disait au début, il y a un moment où vous êtes autorisé à être romancier, à dire voilà, j'écris. Vos journées, ça se passe... Alors, c'est bateau comme question, mais ça se passe comment ? Déjà, je crois que vous êtes retourné prendre des cours dans un atelier d'écriture. Alors, tout à fait. Quand j'ai sorti cette première version qui est venue comme ça, au fil de l'eau, en fait... et qui ne s'appelait pas encore Une place à soi. Ça s'appelait... au départ, il y avait rien de précis. Au départ, il y avait une récréation que je m'accordais dans la journée, où je retrouvais le plaisir d'écrire pour écrire. Et puis, c'est devenu une histoire. Puis, je l'ai rangé. Puis, ma femme m'a dit... Il faut en faire quelque chose, parce que je l'ai fait lire pour une fois. À partir de là... Pourquoi pour une fois ? Parce qu'il y en a d'autres dans le tiroir que vous n'avez pas fait lire. Dans le tiroir. Et puis, là, je me suis dit, ouais, mais il faut le travailler. Et moi, je pense que tout s'apprend. Donc, je suis retourné un petit peu à l'école. J'ai fait des ateliers d'écriture. J'ai retravaillé ce manuscrit qui a fini par s'appeler Perdu, au départ. Je l'ai retravaillé longtemps. Je l'ai auto-édité d'abord. Il a eu un prix. Et de ce prix, ça m'a permis effectivement de me faire repérer par Fleuve. Et de Perdu, il est devenu Une place à soi, parce que je pense que j'ai trouvé ma place, en fait. Et ça, c'est pour la plaisanterie, mais je pense que le titre lui va mieux, parce qu'au fond, j'ai essayé d'écrire un roman optimiste. Étant un peu pessimiste de nature, il faut que je force les choses, et écrire, c'est aussi quelque chose. Ah oui, il est très optimiste, ce roman. Mais oui, mais j'ai besoin de ça, en fait, parce que sinon mon penchant naturel, ce serait plutôt de verser dans le pessimisme. Et quand j'écris, j'essaie, essayons de trouver, est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer les choses, est-ce qu'il y a une possibilité. Et donc, plutôt que Perdu, c'est devenu Une place à soi. C'est une idée de mon éditrice, en fait.
Donc là, après, c'est des allers-retours, c'est-à-dire que vous devez réécrire des passages. Enfin, voilà, on sait qu'avec les éditeurs, vous envoyez votre manuscrit, vous le renvoient. Enfin, narcissiquement, ça doit être ouais, on a un peu l'impression... dur, non, ou pas? Un jour, on a l'impression qu'on a fini, et puis en fait, non. Mais c'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup. Oui, il y a eu retravail, des petites choses. Alors, il avait été très travaillé dans sa première version, donc ça n'a pas été énormément, mais ça a été des ajouts, des petits approfondissements très intéressants. Après, vous aviez l'habitude de ça avec le cinéma, avec les scénarios. Moi, le travail d'écriture, pour moi, avant que je me permette de croire qu'un jour, peut-être, je pense que c'est pas encore fait, je deviendrai romancier. Vous l'êtes, là. Oui, pourquoi faut en avoir fait combien pour être... Ah bah voilà, non. Déjà, on en voit 2 là déjà. Oui, c'est vrai. Tout ce qu'il y a dans vos tiroirs, apparemment. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'au départ, d'avoir commencé dans le scénario, ça m'a appris une chose, c'est que c'est un travail qui se corrige, qui se retravaille. C'est pas gravé dans le marbre. C'est pas un éclair de génie qui jaillit soudain de l'esprit. C'est que ça apprend l'humilité parce que c'est que quelqu'un peut vous dire bah non, c'est pas clair, on recommence. Et donc j'ai pas de problème avec ça. Mon manuscrit, c'est pas quelque chose qui est intouchable, voilà, c'est un objet sur lequel je travaille avec une éditrice maintenant chez Fleuve, et ça c'est très agréable. Et donc j'entends, je suis d'accord, pas d'accord, mais j'entends ce qui est le premier lecteur dit bah là peut-être que est-ce que c'est suffisamment profond, et quand ça ne touche pas en plus, et là ça ne touchait pas ni au thème ni finalement à la fin que je voulais et à ce que je voulais dire, pourquoi se priver de cette aide qui ne fait qu'améliorer les choses pour moi. Et après, à partir du moment où votre roman sort et où il est lu, c'est-à-dire qu'il vous appartient plus, non, c'est difficile ça ou pas? Non, parce que je suis passé à autre chose déjà. Ça fait un moment, hein, la première version a 5 ans. Donc ça fait un moment que je suis passé à autre chose. Je suis très content parce que me revient des fois des choses que j'avais même pas vues moi-même. C'est extraordinaire quand on écrit et quelqu'un vous dit mais j'avais pas pensé à ça. Alors je l'ai pas en tête là, je peux pas vous dire. Mais non. Mais on retrouve ça chez certains chanteurs dans certains textes ou même dans des films. C'est la plus belle sensation qui soit pour moi de me dire qu'il y a des gens qui sont en train de lire ou qui lisent ce que j'ai écrit, même si des fois je me dis oh là là mon Dieu, ils vont lire ce que j'ai écrit. Mais en même temps, voilà, c'est super. Et quand on a des retours, et non, il m'appartient plus, donc les gens en font ce qu'ils veulent, et ils l'interprètent comme ils veulent. De toute façon, effectivement, je pense qu'un lecteur, c'est quelqu'un qui joue une partition pour moi. On le lit avec ses propres émotions, on le lit avec sa propre voix, on le lit avec son propre vécu. Donc moi, je propose une mélodie. Mais après, comment le lecteur va la prendre, je ne sais pas s'il va la prendre moderato, alto, je ne sais pas du tout. Et tant mieux, en fait. Vous nous lisez un petit extrait pour nous donner envie Je vais vous lire un petit extrait qui parle plutôt de la vie domestique. Donc, d'accord. Alors, il faut m'arrêter parce que je ne sais pas jusqu'à quand. Donc, je ne dirais pas quand ça se situe dans le roman, parce que le roman est constitué un peu de... Oui, le roman est constitué de flashbacks. Voilà. Et donc voilà, c'est un des chapitres. Je m'en fous. Tu vas m'en repayer un. Tu rêves. Sandra était partie de l'autre côté de l'Atlantique depuis 3 jours maintenant, comme ça lui arrivait au moins une fois par mois. Lorsqu'elle voyageait, je me sentais profondément seul face aux créatures innocentes que nous avions engendrées et que nous devions protéger, éduquer et nourrir. J'avais l'impression de vivre en apnée. J'attendais, à moitié somnolent devant ma tasse de café, que Chloé finisse son interminable petit déjeuner, que les grands dévalent les escaliers à la dernière minute pour avaler debout ce qui leur tomberait sous la main. Je cherchais ce qui pourrait bien donner à cette journée une perspective différente des autres. Lorsque j'ai entendu les éclats de voix au 2e étage, rien de nouveau. Un matin sur 2, les ados trouvaient une bonne raison de se prendre la tête, malgré le confort incroyable de ne pas avoir à poireauter devant la porte d'une salle de bain à partager. Sibylle est descendue la première et s'est rapprochée du premier et sœur adulte disponible pour réclamer justice. Elle était souvent la plaignante. Lucas et Constance se répartissant assez équitablement la culpabilité. Ce matin-là ne fit pas exception. Je vais tourner la page.
Cette fois, c'était à propos d'un livre que Lucas avait emprunté à Sibylle et lui avait rendu abîmé. C'était un grand classique de mon fils, ça, de ne pas prendre soin des affaires des autres. En tant que dépositaire de la justice divine, je ne pouvais que faire pencher la balance en faveur de Sibylle. Mais, sur le moment, c'est elle qui m'agaçait le plus, avec sa voix géniarde et cette manière insupportable de se poser en enfant modèle, victime du comportement irresponsable des autres. Je n'étais pas d'humeur à jouer mon rôle avec sérieux. Je me suis contenté de lâcher un « Lucas, tu fais chier, putain », sur un ton désinvolte et à peine concerné, mais tout à fait déplacé devant les enfants. Sibylle s'est étranglée de colère contenue. Elle est partie en tapant lourdement des talons sur le sol, bouche fermée et yeux larmoyants. Elle attendait de toute évidence une exécution en place publique. Forcément, mon couillon de fils, ravi de m'entendre balancer des vulgarités, n'a pas pu se retenir de pouffer. Constance a fait non de la tête pour montrer à quel point elle trouvait mon attitude consternante et Chloé m'a regardé dépité. « Je vais le dire à maman que tu dis des gros mots. Je t'en prie, fais-toi plaisir. » Je me suis tourné vers mon fils, mâchoire serrée, haineuse. « Et toi, dégage !» J'ai accompagné l'invitation à quitter les lieux d'une petite claque sur le sommet de son crâne que j'avais de plus en plus de mal à atteindre. Il s'est enfui, mais en redoublant d'hilarité. Ça faisait un moment que je ne l'impressionnais plus physiquement. Constance s'est arrêtée devant moi. « Je peux y aller ou tu as l'intention de me frapper aussi ?» J'ai pensé petite conne. Ça a dû se voir dans mon regard, parce que je sentais bien le mépris au fond de ses yeux de surdoué mélancolique. Je l'ai laissé passer sans rien dire, les bras croisés, en baissant la tête. Il restait Chloé qui m'observait interdite et bouche ouverte. J'ai essayé la diversion. « Allez, finis tes céréales. J'en veux plus. Eh ben, va les jeter. » Je lui indiquai la poubelle d'un geste accablé d'exaspération. Comme tous les enfants effrayés, la maladresse l'a trahi. Le bol a glissé de ses mains intimidées, du lait et des céréales répandus partout sur les carrelages, mélangés à la faïence, la goutte d'eau. J'ai inspiré profondément en essayant de résister à la tentation de m'énerver un peu plus. « Tu peux pas faire gaffe. » Et puis, tant qu'à faire, j'ai laissé échapper un « merde » entre mes dents, accompagné d'un balayage de la boîte de céréales qui s'est envolée pour rejoindre ses camarades par terre. Elle s'est mise à pleurer. J'ai voulu la prendre dans mes bras, elle a refusé. « Je veux voir maman, elle n'est pas là. » Les pleurs ont redoublé. Chloé était partie pour une de ces crises qui me laissaient complètement démuni. Je me suis vu en train de les planter là, tous, de me barrer, d'aller voir ailleurs, loin, au calme. Ce n'était pas la première fois que j'y pensais. Ça n'était qu'une manière d'évacuer la poussée de nerfs bruts, l'harassante fatigue de devoir tenir sa trajectoire face à des êtres totalement égocentrés, impossibles à raisonner parce qu'inachevés. Ça pouvait aller jusqu'à me faire serrer les poings et les dents, me donner envie de casser des objets innocents. Mais cette fois-là, pendant peut-être une poignée de secondes qui m'a paru une éternité, ça a pris l'intensité vertigineuse d'une décision concrète, envisageable. Pourquoi vous avez choisi ce passage ? Parce que j'ai envie de dire, même s'il n'est pas à sa place dans le roman, mais ça c'est la surprise, c'est ce dans les cours de narration et dramatique, on appellerait l'élément déclencheur, un peu. Voilà, c'est la crise, c'est j'en peux plus. Voilà pourquoi j'ai choisi ce passage, et parce qu'il représente, en tout cas au départ, ce qu'est la vie de Frédéric. On m'a parlé aussi de votre... Enfin, vous allez nous parler de un autre roman que vous avez écrit qui s'appelle Titania. Tout à fait, alors qu'il n'a rien à voir. Rien à voir. C'est un thriller d'espionnage. Et j'ai eu la chance, à un moment, donc j'ai écrit en premier... Mon premier roman, c'est effectivement Une place à soi. Ça a mis du temps à trouver sa place. Et puis donc, entre-temps, j'ai écrit un autre roman qui n'a pas eu non plus de la chance d'être édité. Et puis Titania, donc ce thriller d'espionnage que j'ai envoyé à des éditeurs. Et quasiment dans le même temps, Fleuve m'a contacté et une autre maison qui s'appelle M+, m'a contacté pour Titania, donc à qui je les avais envoyés. Et donc voilà, j'ai eu 2 romans qui sont sortis à 4 mois d'intervalle. Oui, les astres se sont alignés. Ouais, voilà. Et dans 2 styles très très différents, ce qui peut être perturbant. Donc là, c'est le défouloir. Pour moi, le thriller d'espionnage, c'est-à-dire que là, c'est un Nikita un peu. Oui, c'est un peu un Nikita. Ouais. J'y mets un peu mes fantasmes de cinéaste. Voilà, ça dira peut-être quelque chose à des anciens comme moi. C'est Ennemi d'État, qui était un long métrage de Tony Scott. C'est effectivement un peu de Nikita. Donc c'est l'histoire c'est la confrontation entre une tueuse du dark web un peu atypique, on va dire, et d'un ponte de la DGSE, un ancien des forces spéciales, voilà.
Ils vont devoir apprendre à composer ensemble pour des raisons que je ne dévoilerai pas. Et ils vont se retrouver traqués par l'État parce qu'ils détiennent des secrets inavouables. Voilà, où la raison d'État passe avant tout le reste. Donc voilà, c'est un roman assez trépidant, rien à voir avec l'autre. Donc là, on est dans de la pure fiction. Hein. Je ne suis ni sur le dark web, ni à la DGSE. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Voilà, des retours que j'en ai, il est plutôt sympa à lire. En tout cas, il y a un suspense et voilà, et on parcourt un peu la France. On termine même très loin dans une ambiance, effectivement. Le repère cinématographique, pour moi, c'est Ennemi d'État. Voilà. C'est-à-dire, d'un coup, une traque impitoyable de l'État et de tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Qu'est-ce qui est le plus difficile à écrire? Parce qu'une place à soi, il y a beaucoup de vous. Donc, ça touche à votre intimité, une place à soi. Alors, c'est ça qui est le plus difficile. Ça, c'est plus difficile parce que, par exemple, j'ai donc 5 enfants dans ma famille recomposée. J'en ai mis que 4. J'ai essayé de brouiller les pistes pour pas qu'ils se reconnaissent. C'est qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors, toute l'histoire, j'ai pas du tout emmené de migrants en Angleterre. Ça ne m'est pas tombé dessus. Je sais pas ce que j'aurais fait à la place du personnage. Je suis incapable de le dire. C'est une des questions aussi que pose le roman. Où s'arrête... Enfin, c'est quoi le courage à un moment? Donc, j'ai envie de dire que le thriller est exigeant en termes de précision, mais il a l'avantage par rapport à un roman comme Une place à soi d'avoir une trame narrative qui reste toujours assez... c'est pas simple, c'est tout tracé. C'est un thriller, donc l'objectif c'est de survivre. Voilà. Donc c'est une ossature sur laquelle je trouve qu'il est... je passe moins de temps en tout cas à me perdre que dans un roman comme Une place à soi où il y a plusieurs thèmes, donc plusieurs fils narratifs. Là, il y a un arc narratif et donc tout l'enjeu consiste à faire en sorte que le lecteur soit happé et même si j'aborde des thèmes qui me sont chers, ce qui importe vraiment, c'est le suspense, l'histoire, voilà. Oui, donc émotionnellement, ça vous remue moins, vous. Oui. Donc du coup, c'est plus facile. Il y a moins d'enjeux émotionnels, même s'il y a des questions qui me tiennent à cœur aussi dans Titania, qui tournent autour de la légitimité de l'assassinat, quelque part. Voilà, c'est un peu ça le thème. Il y a 2 tueurs, en fait, qui se font face à un tueur d'État, puisque si vous lisez le roman, vous comprendrez pourquoi, et une tueuse complètement illégale, mais qui, sans le savoir, a agi au nom de l'État, en fait. Donc, voilà. Mais en dehors de ça, effectivement, je suis guidé par le pur plaisir de spectateur. C'est la montagne russe, quoi. C'est le manège, pour moi. Donc, il y a moins d'enjeux émotionnels. Une place à soi, effectivement, touche à des questions qui me sont plus intimes. Alors, le prochain, on a le droit de savoir dans quel registre Alors, le prochain... Il est en ce moment donc dans ma maison d'édition. J'espère qu'il paraîtra. Donc, Fleuve. Traite de plusieurs thèmes, encore une fois, qui me tiennent à cœur. Donc, il y a l'écologie, l'engagement, justement, dans le... Voilà. Quand on a 17 ans et qu'on commence à rentrer dans la vie, qu'est-ce qu'on veut? Le choix de s'engager, de ne pas s'engager, l'héritage. Et encore une fois, une histoire de filiation, puisque les personnages principaux sont 3 hommes, le grand-père, le père et le fils. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ah bah c'est déjà bien. Avec, on va dire, une incursion en mai 68 et une incursion de nos jours où, effectivement, on a l'impression qu'il va falloir faire une véritable révolution si on veut que les choses changent. Donc là, maintenant, on peut se dire que vous abordez la cinquantaine. Si on met, je ne sais pas si votre fille, on lui demande profession des parents, père, elle pourra mettre écrivain. Je mets auteur. Ça me semble... C'est quoi la différence? J'ai l'impression que c'est... Alors, je vais dire humble, ce serait prétentieux de dire humble. En fait, écrivain, pour moi, c'est l'histoire qu'il dit. Enfin, l'histoire, c'est prétentieux. Oui, si je vois ce que vous voulez dire. Je suis auteur, j'écris des romans, voilà, donc je suis auteur. Est-ce que je suis un écrivain? J'en sais rien, ça c'est pas moi qui vais... Enfin voilà, c'est comme ça que je le vois, donc je dis que je suis auteur.
Ça me va parce que c'est réel. Maintenant, c'est mon activité principale. Je suis toujours en foyer, ceci dit. J'ai toujours une petite à la maison et les grands qui sont revenus. Donc, il y a toujours de l'activité. Ça part jamais vraiment. Ça part jamais vraiment. Et donc, je suis auteur et je continue et j'adore ça. Et donc, je suis déjà en train de réfléchir au roman d'après encore. Donc, voilà. En espérant qu'ils trouvent leur public et qu'ils séduisent, enfin qu'ils intéressent, qu'ils interpellent. Bah écoutez, Joannick, on vous souhaite que ça, d'avoir plein de nouveaux lecteurs, et on conseille Une place à soi, Titania. Et le prochain, quand il sortira, vous reviendrez, on reviendra en parler. Bien évidemment, je reviendrai en parler pour le prochain. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir accueilli ici, Marjorie. Ah non, merci à vous. Et vraiment, on conseille les deux. Et voilà, Une place à soi, on peut le lire une après-midi. Sur la plage. Sur la plage. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Edonia Radio.